Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Hola, oh, allô, podcast numéro 60, un chiffre tout rond, tout beau, tout propre. Et finalement, je suis tout seul, j'ai pas de truc génialissime. Alors j'ai pris la question d'Eric sur l'entraînement nocturne, le pourquoi du comment, tu vois. Pourquoi quand les types normaux vont dormir, il y a des gens un peu chelous qui vont courir. Et puis forcément, ce qui va avec, comment s'éclairer. La nuit, à moins d'être nyctalope comme les chats, mais c'est chaud. Il faut une lampe, donc on va voir tout ça maintenant, right now, c'est parti. Pourquoi s'entraîner la nuit? Alors avant toute chose, l'entraînement nocturne est débile. Il est très fatigant. C'est un truc à utiliser avec parcimonie. C'est comme quand deux pays se font la guerre, tu vois, chacun, tu vois, ils peuvent lâcher des bombes quand ils veulent. Mais on commence pas par ça. On commence par, on fait la guerre et tout, on est dans les tranchées. Et après, seulement dans un deuxième temps, tout le monde est saoulé et on tente un petit coup de bombardier, mais voilà, forcément, derrière, c'est la fin. Donc, l'entraînement nocturne à utiliser avec parcimonie, à saupoudrer comme cela de temps à autre, parce que c'est très, 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 très fatigant. Tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais bossé la nuit s'en rendent pas forcément compte. Ah putain, mais si, je bosse la nuit maintenant en étant speaker des fois. C'est très fatigant. En fait, ça casse ton cycle du sommeil et du coup, toutes ces bonnes habitudes de la semaine, tu vois, tu t'es couché, je sais pas, tu te couches à 22, 22h30, etc. Donc c'est une habitude, tu fais quasiment toujours pareil. Et d'un coup, patatras, au lieu de te coucher, tu vas courir et ça casse tout. Ça induit donc de la fatigue. C'est pas en faisant 2 siestes de 1 heure qu'on les rattrape rapidement. Donc c'est compliqué de se remettre d'un entraînement nocturne. C'est pour ça qu'on le fait absolument pas tous les jours. Mais même pas... même une fois par semaine, c'est un peu chaud. Alors, pourquoi on le fait quand même, de temps en temps? Peut-être que t'en fais pas, mais pourquoi de temps en temps on en fait quand même? Il peut y avoir le problème du gain de temps. C'est un peu comme le footing à jeun. Tu vois, le footing à jeun, il y en a plein qui pensent que ça fait fondre leur graisse. C'est absolument faux. Si vous voulez faire fondre vos graisses, vous arrivez à table, on vous sert votre assiette, paf, vous en refusez la moitié, vous allez voir, ça va fondre tout seul. Pas bien compliqué. À jeun, en fait, c'est surtout pour gagner du temps. Tu te lèves, tu cours, tu prends la douche, rapidement tu déjeunes, tu vas au boulot. Et là, c'est un petit peu pareil. T'es en train de dormir, et puis en fait, au lieu de te lever à 7h, alors on peut imaginer plusieurs choses, mais tu vas te lever par exemple à 3h pour aller courir pendant 4 heures de temps. Voilà, ça peut être un gain de temps. Évidemment, ça va pas se faire tout le temps parce que du coup, tu auras mangé tes 4 heures de sommeil. Donc ça, c'est en supposant qu'après le soir, c'est cool, etc. Alors moi, j'ai fait ça une fois, le gain de temps. Donc j'étais salarié ingénieur et forcément, on bosse la journée. Et préparant la Maxi Race, et je sais plus pourquoi le week-end d'avant on n'avait pas pu faire le volume qui était prévu, il en manquait. Il manquait un peu de volume, et du coup le fait de le rattraper au week-end d'après, c'était pas terrible, le coach n'était pas fan, il disait putain il en manque, essaye de trouver du temps. Malheureusement, il y avait une présentation de projet et plusieurs réunions qui faisaient que je pouvais et pas partir plus tôt et pas allonger les pauses de midi. Donc on était soi-disant coincés. Et là, je reçois le plan d'entraînement, tu vois, c'était lundi matin. Je reçois le plan d'entraînement, qu'est-ce que je vois? Mardi, rando course, 3 à 5 heures. Et puis VMA le soir. Et là, je dis putain, Patrick, je t'avais dit, je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas. Max, on avait dit 1h30 le midi, Max de chez Max, vraiment raccord quoi. Et là, je vois rando course 3 à 5 heures, donc j'appelle, je lui dis, ça va pas et tout, on pourra pas le faire quoi. Il me dit, non, mais si. Je lui dis, comment? Non. Il me dit, si, tu pars à 3h courir, 3h du matin, et tu reviens à 5. Comme ça, t'as le temps de faire une légère sieste, de déjeuner, d'aller au travail. Et là, j'ai fait, ah ouais, en fait, je vais courir de 3h à 5h du matin. Donc, c'était ma première expérience nocturne, si tu veux, c'était
Pas traumatisant, mais presque. Et donc après, j'étais un espèce de légume au travail toute la journée. Alors j'ai pas été moins productif que les autres, parce que globalement, les mecs sont nazes quand même dans les boîtes, il faut le dire. Ils ont une condition physique qui est proche du néant, ce qui fait qu'ils travaillent assez mal. Et donc, arrive le soir, séance de VMA, et là, je sais pas pourquoi, il y a eu le réveil, elle était bien passée, donc tu vois, comme quoi. Mais après, tu vois, il m'en a pas remis, des trucs comme ça. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Donc, le gain de temps, de temps à autre, mais vraiment, quand vraiment c'est la merde sur votre emploi du temps, quand vraiment, voilà, vous sentez vraiment, il y a eu un manque de foncier, il y a un manque de... Vraiment, il faut ajouter, c'est qui tout double, on peut le tenter. Après, il y a aussi un autre paramètre, ça, on l'a fait une fois ou deux avec Patrick, et puis Alain en parle dans ses publications sur Instagram ou sur Facebook, Alain Roche dans Duractive. C'est pour s'habituer avant un ultra, parce qu'un ultra, vous êtes obligé de passer la nuit dehors, même pour les premiers, puisque ça dure quand même 24 heures. Donc il faut le faire au moins une fois avant. Du moins, c'est préférable. Il vaut mieux savoir où on va. Alors là, qu'est-ce qu'on avait fait, si tu veux? Alors, moi, je vais te parler de ce qu'on avait fait avec Patrick, et puis je vais te parler aussi de ce que voulait faire Alain, enfin, ce qu'il fait avec ses athlètes. Nous, pour s'habituer à avoir un ultra, alors Patrick, il m'avait envoyé, bon, de toute façon, on borne sans retenue toute l'année, il n'y a pas vraiment de phase de repos, mais il y a des blocs qui sont plus gros que d'autres. Tu vois, quand tu fais des semaines à 20 heures, ça c'est un peu l'habitude, et puis d'un coup, il y en a une à 35 qui pointe le bout de son nez, donc là, celle-là, elle est un peu grosse. Surtout quand elle s'enchaîne 3 fois de suite, comme en août dernier. Alors, il y avait eu un bloc intéressant, c'est mon meilleur souvenir, c'est avant la Réunion, il y a déjà eu une très grosse semaine, bon bref, passons. Et ce qu'il avait appelé le bloc, mais en fait toute la semaine était monstrueuse, mais il y avait le bloc au milieu, c'était le jeudi, 7 à 8 heures rando course. Donc je pars, bon il pleuvait, mais ça c'est anecdotique, sans discontinuité toute la journée, donc c'était assez fatigant, j'ai dû faire 50, 55 avec 3005 de dénive, un truc comme ça. Je sais plus. Il faut regarder sur Strava en septembre 2017, je crois. Donc 7-8 heures de rando course, tu rentres le soir, enfin le soir il devait être 17-18 heures, 17 heures ouais. J'ai mangé, faire une sieste pour moi c'est quelque chose qui est totalement impossible, j'en ai jamais fait de ma vie, je sais même pas à quoi ça ressemble. À la limite je peux m'allonger pendant un moment mais jamais je dormirai, au grand jamais. Et repartir le soir, on est reparti, alors là j'avais trouvé un copain, tu vois, incroyable. On a mangé ensemble à 20h30, fini 21h. Et 22h, on avait les baskets aux pieds. 22h, baskets aux pieds, croix du Nivolet pour les connaisseurs à Chambéry, redescendre par les crêtes, etc., etc. On avait fait 3h30. 3h30 la nuit, donc fini à 1h30. Là-dessus, on rigole. En fait, il y avait une espèce d'euphorie nocturne, tu vois. Comme en soirée un peu, sauf que là, on a couru la nuit. Et 2h, 2h10, tu vois, j'étais couché. Et là, le réveil sonne à 7h, 7h30. C'est reparti. 8h30, 9h, les baskets aux pieds pour de nouveau 7-8 heures de trail. Et là, j'étais un zombie, mais un zombie. C'était horrible, c'était une journée titanesque. J'ai croisé même à la fin, je crois que cette journée, j'ai croisé 2 coureurs en faisant des navettes. J'ai fini par des navettes dans le relais du chat tellement j'étais cuit. Le Maxime Chanoz, exceptionnel, tu vois, une rencontre magnifique. Et puis un jeune, là je me souviens plus de son nom. Bref. Donc tu vois le bloc un peu 8 heures le jeudi, 8 heures le vendredi, et entre les deux, en fait, au lieu de dormir, tu fais 3 heures de rando course et 2-3 heures de sommeil. Donc en fait, c'était un petit peu comme si on fractionnait un ultra en 2 jours. Mais du coup, là, tu vois, il y avait eu entraînement nocturne. Exprès pour... En fait, il avait 2 buts. 1, sortir la nuit, et 2, créer une fatigue type ultra sur ces 2 jours. Ce que fait Alain, alors lui, un peu plus violent, il dort pas. Enfin, quasiment pas. Il propose à son athlète le samedi matin une activité aérobie maximum 1h30. Une journée très cool le samedi, tu vois, allongé, idéalement regarder le Tour de France, quelle belle activité. Et partir le soir, tu vois, pas tout à fait à la nuit, mais le soir, pour 7 heures de trail. 7 heures, c'est 7 heures, c'est comme ça, c'est pas 6,50, c'est 7 heures. Au bout de ces 7 heures, on se pose, on fait une très grosse collation, on s'allonge une demi-heure, et
on repart pour 7 heures immédiatement. Ce qui fait que là, du coup, par contre, il te fait courir toute la nuit. Donc c'est un petit peu différent. C'est très intéressant aussi. J'ai envie d'essayer, tu vois, il faut que j'en parle à Patrick, juste pour changer. Et donc, vu que c'est très fatigant, bah, bien sûr, il conseille de le faire très rarement. Son conseil, c'est 2 fois avant un ultra, environ un mois avant, tu vois. Et 2 semaines encore avant. En gros, suivant en dispo, bien sûr. Mais voilà, c'est très fatigant, faut savoir que ça existe, faut l'utiliser avec parcimonie. Dernière chose, dernier type d'entraînement que j'avais fait, c'est quand tu veux, bah, là on avait simulé un bloc avec Patrick, et admettons qu'on veuille terminer un bloc par exemple. Et encore une fois, avec une idée de gain de temps et de rapprocher la fatigue, on va reprendre le cas du jeudi, parce que c'était un jour où je devais partir en animation le vendredi, avec beaucoup de routes, pour animer un ultra le samedi-dimanche, donc beaucoup de routes le vendredi. Qu'est-ce qu'on avait fait? Gros entraînement toute la semaine, bien sûr, et le jeudi, on termine une grosse sortie longue, donc je me couche normal. Réveil 2h30, une ou deux bananes, des bricoles. Je pars avec un sac chargé, bien sûr, de bouffe, parce que quand tu fais 30 heures par semaine, t'as faim tout de suite. Et on part pour donc 3h du matin pour 6-8 heures de travail. Et là, je suis rentré chez moi vers, je sais pas, midi, 13h, je sais plus. Ouais, non, juste avant midi, je crois. J'avais fait plus de 60 bornes, quasiment 4-5 000, donc de la pure montagne. Et donc en partant à 3h du mat, ouais, t'arrives le midi, t'es détendu. J'avais mangé, alors là par contre j'avais réussi à faire la sieste tellement j'étais cramé. Et à 14h30, je devais être dans ma voiture direction, je crois que c'était le sud pour une animation. Donc tu vois, là en fait on a mangé ma deuxième partie de nuit de sommeil. Très franchement c'était dur, hein, surtout après une grosse semaine. Pour ensuite finir le bloc plus tôt, parce que ce qui fait que ça rapprochait l'effort du jeudi qui avait été terminé en fin d'après-midi avec le vendredi matin très tôt, tu vois, ça le rapprochait d'environ 4-5 heures. Et ça coupait ta nuit de sommeil, donc ça, tu vois, ça te forçait quelque part à utiliser la crème anti-caresse pour te lever, pour repartir malgré une fatigue, tu vois, malgré un inconfort particulier. Mais encore une fois, ça, on l'a fait une fois, tu vois, en gros, hein, c'est vrai. 2016, 2 entraînements nocturnes. 2017, 2 entraînements nocturnes. 2018, 2 entraînements nocturnes. Après, c'est vrai qu'en 2018 et 2017, il faut rajouter 2 courses qui se sont déroulées en partie la nuit. Voilà. Mais donc, tu vois, c'est à utiliser. Du coup, si tu fais une moyenne, c'est une fois tous les 3 mois, quoi. Donc, cool. Mais en plus vu que tu le fais rarement, il y a un aspect découverte. Tu vois, tu cours la nuit, c'est rigolo. Il y a un aspect découverte, tu vois, tu traverses. Moi, j'aime bien parce que c'est faire la moyenne montagne la nuit. Donc tu es dans ta moyenne montagne, donc tout ça, la forêt, patati patata, puis d'un coup, pouf, tu traverses un village, tu sais, à peine éclairé, puis il y a une maison qui est allumée, tu sais pas trop ce qui s'y passe. Et voilà, c'est super sympa, c'est très dépaysant, mais, je répète encore une fois, vraiment fatigant. On compte pas hein, toutes les fois où l'hiver, t'es allé t'entraîner de nuit entre 18 et 20 heures, ça pour moi c'est normal, ça joue pas sur le cycle du sommeil, donc on s'en branle. En fait, à ce moment-là, tu te poses même pas la question de pourquoi je m'entraîne la nuit. C'est juste que tu finis le boulot à 18h, il fait nuit. Forcément, il faut bien aller courir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas t'entraîner? C'est impossible. Donc, ouais, l'hiver, en fait, t'es obligé forcément de mettre la frontale de 18 à 20, quoi. Alors, la frontale, justement, pour s'éclairer, la frontale, on avait des trucs pourris avant, hein, putain. Je sais pas si t'as déjà essayé de remettre une frontale, tu sais, les frontales des années 2005. Wow, c'est poussif hein, quand même. Je sais même pas comment on arrive à courir avec. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Gollum en ce moment. J'ai acheté cette année. Pourquoi j'ai acheté la Gollum? J'avais la Ferreille avant. Alors la Ferreille, c'est une marque allemande. Donc quand t'achètes de l'électroménager allemand en général, voilà, tu peux être sur ton coup. Toi, l'Allemagne. En fait, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est? C'est une nation qui a 1000 façons de décrire un boulon. Donc quand t'as 1000 façons de décrire un boulon, bah tu sais faire une lampe. Alors l'Allemagne, c'est top. Ferreille, elle avait une puissance d'éclairage qui était géniale, un système allemand simplissime, tu vois. Il y a un bouton, t'appuies une fois, ça éclaire pas trop mal, t'appuies 2 fois, ça éclaire à fond. Voilà. C'est simple, c'est facile, ça casse les pieds à personne. Alors que par exemple, un coup, j'avais essayé une Petzl, suivant
suivant les arbres, les ombres, les trucs, elle éclaire plus ou moins. Putain, tu comprends rien, ça te gave. Tu regardes un caillou, paf, ça éclaire fort parce qu'il est blanc. Oh, c'était chiant. Elle se décharge plus ou moins vite, gestion de la batterie, tu comprends rien. Enfin bref. Alors que Ferreille, voilà, tu vois, il y a un bouton. Ça éclaire un peu, ça éclaire beaucoup, terminé. La simplicité, le calme, le confort. Mais la Ferreille était un peu lourde quand même. La batterie se mettait à l'arrière du crâne. Tu avais les 3 sangles pour bien tenir sur la tête. Et puis le phare avant. Et en fait, pourquoi j'ai voulu prendre la Gollum? Parce qu'elle est plus légère. Alors la batterie est la même. C'est les espèces de grosses piles ion, lithium, je sais pas quoi. La batterie est la même. Alors j'en parlerai après des batteries. Mais la Gollum, la batterie en fait se met à l'avant. Alors je sais pas trop comment c'est foutu, mais elle éclaire directement si tu veux. Il n'y a pas un phare comme sur la Ferreille. Ce qui fait que tu économises une 50aine de grammes. Alors tu vas me dire, c'est pas beaucoup. Et en fait, si, parce que sur la tête, ça pèse vite lourd ces saloperies. Hein. Le moindre poids excessif sur la tête, c'est vraiment très très chiant. Surtout que les frontales, bon, t'as beau serrer, tu vois, ça a toujours un minimum de jeu. Et franchement, c'est pesant. Il y a des moments, tu ne penses qu'à ça pendant la course. Ça t'énerve, tu deviens grossier, vulgaire, et c'est mal. Voilà, parce qu'on est catholique et il faut pas jurer. Donc la Gollum, un poil mieux, puisque un poil plus légère. Fabrication pas allemande, là en plus française, donc ça c'est cool. Et quand on achète une, ils plantent des arbres. Donc tu vois, les bobos parisiens se sont emparés de Gollum, mais bon, c'est pas mal. Et Gollum, ouais, donc tu mets vite la batterie aussi. Bah, ça c'est comme sur la Ferreille, ça se dévisse très facilement. Les batteries, alors t'as tout et n'importe quoi en batterie, puisque la puissance est affichée dessus sur ces batteries lithium. 2500 mAh, je crois, pour celle de la Ferreille. Et celle de la Gollum, c'est 3300 mAh. Donc, là, tu peux dire, ouais, la Gollum elle va tenir plus longtemps. Et en fait, c'est vrai. Alors, pourquoi c'est vrai? Parce qu'on peut comparer les chiffres. Puisque Gollum et Ferreille, quand tu achètes leur lampe, te fournissent la batterie qu'ils ont choisie eux. C'est-à-dire une batterie assez chère, de très très bonne qualité. Maintenant, moi, toujours plus malin que les autres, j'ai voulu commander une batterie sur Amazon en choisissant 9900 mAh. Tu vois, je me suis dit, avec la Gollum, j'ai quasiment fait la nuit aux Canaries. Avec une batterie sur le papier 3 fois plus puissante, je vais faire la nuit, c'est sûr, en m'éclairant en plus plus fort. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont expliqué que la batterie que j'ai commandée venait de Chine. Enfin, elles viennent toutes à peu près de Chine, mais là, elles venaient vraiment, tu vois, de Cdiscount China, quoi, vraiment le bas de tableau. Et les types là-bas travaillent un peu comme des cochons. Et donc, en fait, elle va fournir, certes, 9900 mAh, mais elle va les fournir une fois, 2 fois, 3 fois. Et quand tu auras commencé à bien la recharger, tu vois, au cours de plusieurs utilisations, bah, sa puissance va vraiment diminuer par rapport aux autres. Alors après, ceux qui ont fait un tout petit peu de physique-chimie au lycée savent que les piles se déchargent, enfin, leur qualité baisse au cours du temps, tu vois, quoi qu'il se passe. Tu vois, si je reprends ma pile dans 30 ans, elle aura plus beaucoup de puissance. Mais il y en a qui baissent plus vite que d'autres. Et en fait, quand tu achètes la pire des bouses, c'est ça qui se passe. Elle a une puissance, hein, au début, nickel, hein, paf, la patate et tout. Pendant longtemps, tu vois, 1 ou 2 utilisations. Et au fur et à mesure que tu la recharges, ça devient de plus en plus pourri. Donc, c'est important d'acheter une batterie, en fait, assez chère. Disons, de racheter, tu vois, quand tu commandes, par exemple, ta lampe, admettons, tu vas commander une Gollum, n'hésite pas à leur commander 2 batteries en plus. Voilà, ça va coûter 30 €, mais au moins, t'es tranquille. Ou alors, à la limite, encore mieux que ça, tu les commandes pas puis tu les recommandes plus tard pour éviter qu'elles s'usent dans le temps. Mais bon, ça va aller. Parce que je crois que quand tu achètes une lampe chez Gollum, tu as 2 batteries, il me semble. Donc c'est pas mal. Après, j'avais essayé Stutz, qui est fait à côté de chez moi en Savoie. C'est light de chez Light. Hein. Franchement, tu la mets sur la tête, c'est un plaisir. Par contre, niveau ergonomie, c'est nul. Il faut le dire. Ça s'oriente jamais comme tu veux. Ça bouge sans arrêt. Et donc, en fait, soulage, quoi. L'idée est bonne, hein, c'est très léger, mais même la batterie, elle est raccordée. Enfin voilà, ça tient pas bien dans le boîtier. C'est artisanal, c'est compliqué à terme. Alors je sais bien que chaque année il s'améliore, mais j'y reviendrai pas tout de suite pour l'instant parce que, tu vois, quand 2 fois tu te retrouves dans la nuit sans lampe, il y a quelque part un climat de peur. Tu vois, il y a quelque part tu n'oses plus y revenir. C'est comme quand t'as pris une gifle petit, en général t'es calmé après, tu vois. Tu prends une gifle le dimanche matin.
Et ben au repas de famille à midi, t'es sage. Voilà, bah c'est pareil. Ta lampe s'éteint en pleine nuit à 2h du mat, tu sais pas où t'es. Tu avances à tâtons jusqu'à une route, tu mets 3 heures à tâtonner dans la nuit, t'as poussé 50 000 jurons, bah voilà, quelque part tu joues la sécurité après. Donc Ferreil, Gollum c'est la sécurité, Stout c'est le mec joueur. Et donc, ouais, les batteries, bah faut faire attention. Moi je me suis fait baiser aussi aux Canaries. Donc j'éclaire avec ma Gollum là, tu vois, j'étais en puissance, alors je crois qu'il y a 5 ou 6 degrés de puissance. Je jouais entre le 2e et le 3e, tu vois, suivant la montée ou la descente. Je trouvais que c'était bien. Et puis au bout de 6-7 heures, avant d'arriver à Artenara, la lampe fait 2 flashs, ce qui veut dire qu'elle va bientôt s'éteindre. Alors j'avais pas lu la notice, en fait ça voulait dire qu'il lui restait 25% de batterie. Donc j'étais large, je pouvais finir la nuit. Bref. J'ai peur, je m'arrête et je change la batterie. Réaction normale. Le problème survient. Je sors la batterie de ma poche, je l'avais enroulée dans du sopalin et un sac plastique. Je la mets, ça ne marche pas. Là, c'est le drame. Là, si tu veux, tu vois, t'es là, tu joues un top 10 aux Canaries, j'étais 9e, juste devant Sébastien Sanchez et... Comment il s'appelait, Kiki, là, Peter Van Der Zoon, qui finit 5e, le cochon. La lampe s'éteint, tu fais merde, je vais perdre toutes mes places, je vais arriver au village, ça va être la merdasse. Pendant 2 heures, je vais encore tâtonner avant le lever du jour. Donc, je remets l'ancienne frontale, l'ancienne batterie, celle que j'avais depuis le début. Et là, je la mets au minimum en serrant les fesses, tu vois. Il restait 6 bornes jusqu'au ravito. Manque de bol, c'est le moment où je me paume un petit peu, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vent sur les hauteurs d'Artenara. Et, c'est très con, il y avait une pancarte pour te dire d'aller à droite, et cette salope, avec le vent, est tournée. Du coup, t'allais tout droit. Donc, j'y suis allé, j'ai descendu. Mais on voyait le village, tu vois, on voyait les lumières du village, puis d'un coup, on descend une borne à gauche. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant, on s'éloigne beaucoup quand même. Donc je suis remonté en me disant, bon bah c'est pas possible, c'est pas là. Et effectivement, j'avais vu après, il y avait un petit portail avec une rubalise plus loin, mais la pancarte était bel et bien tournée vers la descente. Donc j'avais été baisé par le vent, et vu que ma frontale manquait de peu de s'éteindre, je peux te dire qu'au niveau serrage de fesses, on était sur la contracture là, tu vois, c'était tendu. Donc voilà, la frontale c'est important d'avoir un truc robuste, qui tient bien, qui te casse pas les couilles, et peut-être pour faire plus léger que Gollum, c'est compliqué. Après, il y a le jeune Baptiste Elmenreich qui crée ses frontales lui-même. C'est un type, il a... Oh, je sais pas quel âge il a, en fait. Il a 21, 22. Putain, j'en sais plus. C'était un jeune, tu vois, de Passy, de Haute-Savoie, qui est en DUT mesure physique. Qu'est-ce qu'il fait comme DUT, ce con, déjà ? Bon, je sais plus, il est à Annecy, il est en sport-études, et il crée lui-même ses frontales. C'est incroyable. Il en vend quelques-unes, d'ailleurs. C'est lui qui les fait de A à Z, tu vois, il fait les plans, il commande les composants, il les fabrique. Alors faudra la tester pour sa robustesse. Lui il les utilise, enfin voilà, faudrait à creuser, mais il osait pas non plus trop les vendre à des gens qui connaissaient pas parce que il est très humble ce garçon et il avait peur qu'il y ait un problème et qu'on lui en veuille, ce qui est tout à fait normal, puisque là c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un mec de 22 ans qui l'a fait dans son salon, quoi. Donc ça peut être sympa à tester. Hein, Baptiste, j'essaierai bien à l'occasion en fait. Mais voilà, sinon, franchement, moi j'ai été très satisfait par Ferreil et Gollum qui sont d'une simplicité absolue. Un truc que j'ai pas testé avec la Gollum, ça me fait pas trop kiffer. Tu as un mode où elle s'adapte à ta vitesse. C'est-à-dire, tu vas vite, elle éclaire plus fort, tu ralentis, elle éclaire moins fort. Je l'ai pas testé déjà parce que je m'entraîne pas beaucoup la nuit. Tu vois, moi, vu que j'ai pas d'horaire de bureau la semaine, j'ai pas besoin de sortir le soir à la frontale l'hiver. Donc je m'entraîne 2 jours tout l'hiver quasiment. Et quand je sors à la frontale, c'est vraiment léger. Et la Gollum, c'est le Papa Noël qui me l'a amené. Et donc la Gollum, je l'ai eu assez tard. Et j'ai pas pu tester ce mode encore. Mais c'est vrai que pour la curiosité, il faudrait que j'essaye. Voilà. En tout cas, l'entraînement nocturne, c'est rigolo. Mais c'est comme une cuite. Il faut que ça reste rare parce que c'est fatigant. Donc voilà. À bientôt, sors la nuit, n'hésite pas à le faire en groupe, c'est encore plus marrant, et paix sur terre, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le 61e podcast. Salut! Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail hugo.ferrari@
@laposte.net. À mercredi prochain.